Le journaliste Alex Dorval et Elsa Corrigan ont trouvé un cadavre dans le jardin du professeur Zarouf, celui de son propriétaire. Mais si Zarouf est enterré au fond de son jardin, qui est l'homme décédé à l'hôpital de la Salpêtrière et qui ressemble à s'y méprendre au professeur? Lanterneau, le baron de Nègredeuil, Xavier-Yves Zarouf? Les morts s'entassent sur le chemin qui mène à la vérité. Et la momie exposée au musée d'ethnographie du Trocadéro a sûrement un rôle à jouer dans cette histoire. Alors, Toubib, qu'en pensez-vous? Ah, commissaire Calisson. Eh bien, le cadavre n'est certes pas tout neuf, mais je dirais que la mort remonte à 8 jours, peut-être 10. La boîte crânienne a été défoncée au niveau du pariétal droit par un objet contondant. Voilà tout ce que je veux dire pour le moment. Mais je vous ferai parvenir le rapport d'autopsie dès que possible. Allez, bonsoir, commissaire. Bonsoir, Toubib. Donc, mademoiselle Grémillon, vous êtes formelle. Il s'agissait bien du cadavre de monsieur Xavier-Yves Zarouf. Oui, commissaire, je l'ai parfaitement reconnu. Il n'y a aucun doute. Et vous, monsieur Dorval, vous connaissiez bien la victime? Pouvez-vous corroborer les déclarations de mademoiselle Grémillon? Oh, tout à fait, commissaire Calisson. Je corrobore. Je comprends que vous ayez des doutes, mais Xavier-Yves, enfin Zarouf, était une vieille connaissance et je l'ai identifié sans la moindre hésitation. Bien sûr que j'ai des doutes. Il me semble qu'il y a de quoi. Hier encore, ce Zarouf courait comme un lapin après avoir tenté de voler une momie et dégringolait le 2e étage du musée du Trocadéro. Et quelques heures plus tard, il expirait sous vos yeux, monsieur Dorval, ainsi que mademoiselle Corrigan. Là aussi, vous auriez juré qu'il s'agissait bien de Xavier-Yves Zarouf. Alors, lequel était le bon? Il est évident que celui à qui nous avons eu affaire s'est fait passer pour le vrai Zarouf, après lui avoir fracassé le crâne et l'avoir enterré au fond du jardin. Qu'en savez-vous? Mais les menteurs, commissaire. En général, c'est l'imposteur qui prend la place de l'authentique. Enfin, on a rarement vu le contraire. Ah, oui. Vu sous cet angle, c'est élémentaire, comme vous dites. Mais admettez que le simulateur était un as. Vous-même, mademoiselle Grémillon, c'est lui que vous avez rencontré ici même la semaine dernière, puisque le véritable Zarouf était déjà mort. Il allait pouvoir récupérer la momie. La momie? Mais elle s'est cassé le cou précisément en tentant de la voler. Pourquoi s'être donné tant de mal, alors? Bref, on en revient toujours au même point. Oui. Pourquoi? Et qui? Ça, il y a un moyen bien simple de le savoir. Sous 48 heures, j'aurai toutes les autorisations nécessaires pour procéder à l'exhumation du mort de la Salpêtrière qu'on a enterré sous le nom de Xavier-Yves Zarouf. Deux jours plus tard, cimetière du Père-Lachaise. C'est encore loin, commissaire? Non, monsieur Dorval. La tombe de Zarouf se trouve dans la 2e allée à gauche, après ce monument qui fait le coin. Alex, regarde. Que fait donc cette femme, le front et les mains collées contre la pierre? Et tous ces gens alignés derrière elle? C'est la tombe d'Alan Kardec, un célèbre médium et occultiste. Tu ne connais pas? Bien sûr. Ma parole, ils ont fait de cette tombe une cabine téléphonique. Chacun attend sagement son tour pour communiquer avec l'au-delà. Décidément, nous sommes cernés. Ah, voilà, c'est celle-là, là-bas. La tombe couverte de gerbes et de couronnes. Ah, les employés de la préfecture sont déjà à pied d'œuvre. Alors, commissaire, que pensez-vous trouver en ouvrant le cercueil? Oh, surprise. Et puis si je le savais, je me serais épargné cette corvée. Figurez-vous que ça me met foutrement mal à l'aise. Bah, dites-vous que de toute manière, il aurait fallu libérer la place pour le vrai Zarouf. Ah oui, mais je n'aurais pas été obligé d'y assister. Ouais. C'est commissaire. Le client est sorti. On peut ouvrir? Mais oui, allez-y, ouvrez. Doucement. Oh, bah ça alors! Il y a personne dans ce cercueil. Quoi? Rien que des sacs de plâtre? Mais enfin, à quoi rime cette farce macabre, là? Allez savoir. Peut-être ses complices ne tenaient-ils pas à ce qu'on découvre l'identité de celui qui se faisait passer pour Zarouf? Non, je ne crois pas. Personne ne pouvait prévoir que nous allions ouvrir cette tombe.
Non, pour celui ou ceux qui ont lesté le cercueil, avec la première chose qui leur tombait sous la main, il s'agissait tout simplement de faire croire que le mort était bel et bien inhumé. Alors qu'en fait, je parie qu'à l'heure qu'il est, il se porte comme un charme. Attends. Le faux Zarouf était peut-être un acteur consommé. N'empêche qu'il s'est réellement cassé les reins en tombant d'une fenêtre du musée. Ça ne pardonne pas. Une mise en scène de plus, voilà tout. Décidément, cette affaire me paraît bien embrouillée. Musée d'ethnographie du Trocadéro, 2h du matin. Ouais, mon vieux grelot. Grâce à mon frère qui bosse à Miroir des Sports, j'ai pu avoir une place pour la rencontre entre Riton Béton et Goria Jones au Veldiv. Bon, eh bien moi, subséquemment, c'est pas pour pinailler, hein, mon vieux le gros, mais Goria Jones, je l'ai vu en 32 contre Marcel Thiel. Même qu'ils ont dû faire ça au Parc des Princes, puisque le Veldiv, il était trop petit pour accueillir les 40 000 spectateurs. Ah, vénard. Mon beauf bossait pas encore à Miroir des Sports. J'avais pas pu avoir de place. Et c'est là que Thiel a décroché son titre mondial. Ah, ça, il l'a pas volé. Il l'a emporté par disqualification tant que je me souvienne, au 11e round. Oui. Après avoir encaissé plus de coups irréguliers qu'irréguliers, d'ailleurs. Ah, dis donc, mon vieux, si t'avais vu le travail. Et puis une ambiance, Chut. Écoute, j'ai cru entendre un bruit, je t'assure. Un bruit? Dis donc, le gros, on n'est pas loin de la salle 7. Le fantôme! Ouais, mais je crois pas, moi, au fantôme. Moi, je colle subséquemment un crochet au foie, moi, comme Marcel Thiel avec Goria Jones en 32, et il va direct au tapis, ton fantôme. Ah, tu crois? Chut. Écoute, ça vient de la salle 7. Tu vois, le gros, je te l'avais bien dit. Il s'y passe encore du louche. Soyons prudents, grelot. Soyons prudents. Près de la vitrine de la momie. La cape noire et tous ses yeux rouges. C'est lui! Il est revenu, le fantôme! Hé, vous là-bas! Oh la vache, c'est tout quand? Cette fois, pas question de le laisser filer. Tu crois? Allez, où je tire? Il a filé par l'escalier de service. Tu crois? Grelot. On y voit goutte. Eh, dirige donc ta lampe par ici au lieu de m'éclairer les pieds. Ah. Nous voilà rendus dans les sous-sols. Les réserves du musée. Va-t'en retrouver quelque chose dans ce cafarnaum. Surtout un fantôme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a bougé là. Ah, ça, non, c'est rien, ça. Seulement un mannequin de Nbolo Bolo, une déesse africaine de la fécondité. Quelle horreur. Tu crois pas qu'elle devait plutôt provoquer les fausses couches? C'est quoi ça? Ça! Oh, ça, c'est un costume de sorcier indien de la tribu des Narragansett. Ils mettaient ça pour faire pleuvoir. Ça m'étonne pas. N'empêche que ça a bougé dans ce coin-là. Oui, un courant d'air, sûrement. Éclaire voir. Tiens. Une porte entr'ouverte. Oh, c'est ça. Entr'ouverte. Allons voir. Tu crois? Nous voilà dans les caves. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Où il est passé le spectre? Mais c'est pas possible. Comment il a pu fiche le camp? C'est sans issue. Passe-moi le gros. Non, toi d'abord. Vas-y, dans le grade d'épaule. Aïe! Oh, nom d'un sifflet. C'est pas un rêve. Subséquemment, c'est pas pour pinailler, mais... C'est un cauchemar! Avec un vrai fantôme dedans! Un fantôme qui traverse les murs!
Le musée d'ethnographie du Trocadéro est le théâtre de phénomènes étranges depuis qu'une exposition tibétaine s'y déroule. Tandis que l'inspecteur Calisson tente de percer à jour ces mystères, le journaliste Alex Dorval relate les derniers événements dans son journal, la Revue des Curiosités, cherchant un indice quelconque qui pourrait le conduire sur une piste sérieuse. Paris, musée d'ethnographie du Trocadéro. Je vous en prie, asseyez-vous, commissaire. Tout d'abord, sachez-le, ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille arrive. Je veux bien le croire, monsieur Lapalisse, mais si vous me disiez précisément de quelle chose il s'agit, car je ne sais absolument rien de votre affaire. Oh, pardonnez-moi, où avais-je la tête? Je suis un peu troublé. Depuis la mort du regretté professeur Lanterneau, il se passe des événements on ne peut plus bizarres dans notre musée. Vous voulez sans doute faire allusion à la tentative de vol de cette momie tibétaine par son donateur, le professeur Zarouf. Entre autres, nous n'avons toujours pas compris pour quelle raison ce malheureux aura commis un tel acte, sachant que cette momie allait lui être restituée dès la fin de l'exposition. Un mystère que nous ne sommes pas prêts d'élucider maintenant que ce professeur est mort. Hélas. Mais, commissaire, ce n'est pas là le seul événement étrange survenu dans notre musée. Je vous écoute. Eh bien... c'est la momie. Ah, tiens. Et que vous a-t-elle donc fait, cette momie? Oh, à moi, rien pour l'instant. Mais en revanche, il faut bien admettre que depuis qu'elle est arrivée ici, presque la totalité du personnel de fonctionnement du musée est tombée malade. Tiens. Et il y a pire. Pire? Une espèce de... fantôme. Tiens. Oh. Il en est à sa seconde apparition surprise, salle numéro 7. Les gardiens Legros et Grelot ont été les témoins privilégiés de ces manifestations paranormales. Et sauriez-vous, par hasard, monsieur Lapalisse, où l'on peut rencontrer cette espèce de... fantôme? Moi, j'avais un problème avec ma lampe torche. C'est Grelot qui faisait un peu de lumière dans la salle, mais bon, question faisceau, c'était pas la DCA. Oui, et c'est à ce moment qu'on l'a vu surgir derrière la vitrine de la momie, avec des yeux rouges sang partout sur le corps. Des yeux rouges sang, dites-vous? Oui, commissaire. C'était une forme sombre et grouillante. Ah oui, un truc vraiment affreux. Ouais, on a bien cru qu'il allait nous sauter dessus. C'est à cet instant précis que j'ai dit... Halte là, fantôme, tu ne passeras pas. Subséquemment, le gros, c'est pas pour pinailler, mais tu as dit halte là, ou fantôme, on ne passe pas, pour être exact. Bon, ensuite, que s'est-il passé? Au but, monsieur, au but. Bah, le spectre a poussé un cri. À vous faire dresser les poils sur les gambettes. Voilà. C'est là qu'on a perdu notre fantôme. Oui. Il s'est, pour ainsi dire, volatilisé, pour être Je exact. tiens à préciser, commissaire, que cette cave ne possède qu'une seule entrée. Et nous venons de l'emprunter. Voilà. Ah. Étrange. C'est justement ce qu'on s'est dit avec Grelot. Ouais. Vous sentez cette odeur animale? Une odeur de fauve. C'est comme le chien de ma belle-sœur. Mais c'est ça, l'odeur du fantôme. On a senti la même chose dans la salle numéro 7. Monsieur Lapalisse, regardez là, sur le sol. Qu'est-ce donc que cela? Du charbon? De la suie, peut-être? Je pencherais plutôt pour quelque chose d'organique. Oh, mais ça, je n'avais pas remarqué. Il y en a partout. Ah, c'est dégoûtant. Ce sont des défécations de souris ou de rats. Enfin, je ne suis pas spécialiste. Quelle horreur! Des rats dans la cave? Mais que font les services d'hygiène? Dites-moi, Lapalisse, de quelle couleur sont les yeux des rats? Je l'ignore. Jaune ou rouge? Pourquoi cette question? Tiens. Mais, que vois-je là-bas près du mur? Ah, intéressant. Le gros, auriez-vous l'obligeance de me rapporter la pelle que j'ai aperçue à l'entrée de la cave? J'y vais, commissaire. Qu'avez-vous trouvé? Ce gros anneau dans le sol. Ce gros anneau? Oui. Ventre bleu. Je ne l'avais même pas remarqué. À tous les coups, il permet de soulever cette dalle. Oh là là! Ah non, c'est trop lourd. Il faut quelque chose pour faire levier. Votre pelle, commissaire. Ah oui, merci, le gros. Allez, allons-y. Hop! Aidez-moi, la police! Tirez sur l'anneau! J'y suis! Oh, ça y est. Un passage.
J'en étais sûr. On dirait que c'est profond. Nom d'un grelot, il serait descendu par là, le spectre. Il y a une échelle. Après vous êtes chez vous, la police? Oh, je n'en ferai rien, commissaire. Ah bon, alors je passe le premier. Le gros et grelot, restez ici si jamais nous ne devions pas remonter. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Appelez vos collègues, commissaire. C'est ça. Bon, le gros, puis-je avoir votre lampe torche? Voilà. Oui, bon, merci. Commissaire, éclairez-moi un peu, je vous en prie. Je vais manquer un barreau de l'échelle. Vous y êtes presque, la police. Ouf, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. Allez, encore un effort. Allez. Voilà. Seigneur, une grotte. Elle est gigantesque. On se croirait dans une cathédrale. Et il y en a des galeries tout autour. Oui, mon cher. Les caves du musée d'ethnographie communiquent directement avec les catacombes. Il y a fort à parier que votre fantôme soit fait de chair et d'os, et qu'il ait emprunté l'une de ces galeries. Oui, mais laquelle? Le spectre entrevu par les gardiens de nuit du musée d'ethnographie aurait une taille supérieure à la moyenne et se déplacerait à grande vitesse. D'aspect monstrueux, il est couvert de points lumineux rouges vifs, lesquels peuvent faire penser à des yeux injectés de sang. Dorval, courrier. Merci. Pas de quoi. Ça vient de Montforge. C'est Robert. Monsieur Andor. Nom d'un petit bonhomme, Cornelius. Mais oui, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Hé, Dorval, où tu vas? Alex, on arrive bientôt. Mornefange, j'ai plus qu'à 3 ou 4 kilomètres. Je reconnais cette route. C'est par là que nous avons eu cet accident avec le tracteur, Robert et moi. Le tracteur fou et son conducteur invisible, hein? Oh, Elsa! Bon, d'accord. À propos, vas-tu m'expliquer pourquoi il te fallait revenir dans ce patelin le plus vite possible? Et cela sans me laisser le temps de préparer correctement mes bagages. À cause de Cornelius. Tu sais qui c'est? Depuis ce matin. Alors? Robert l'a écrit dans son compte-rendu. Alors? Devine? Non. Cornelius, c'est le prénom que porte le fils du baron de Nègredeuil. Mince. Bossu. Pardon? Il n'est pas mince, il est bossu. Le fils de Nègredeuil. Décidément, il ne fait pas bon naître à Mornefange. Après les enfants sans bras, celui que les villageois surnomment le sorcier met au monde un être difforme. Pittoresque. Tu comprends maintenant pourquoi je tenais à venir ici le plus vite possible. Oui, pour retrouver le fiston du baron. Ce Cornelius, c'est certainement des choses qui pourraient élucider tous ces mystères. À commencer par la mort tragique de son père dans la fosse aux ours du jardin. Alex, attention! Bon sang. Dans l'obscurité, je l'ai pas vu arriver. Est-ce que c'était un chien? Une bête sauvage? J'en sais rien. Allons voir. Mais peut-être que blessé. Là, dans le fossé. Mais... Elsa, c'est pas un animal? On dirait... un homme des bois? Il respire encore. Eh oh, monsieur, ça va? Vous êtes blessé? Il reprend connaissance. Quelle figure. Oh, quelle odeur. Cet homme ne s'est pas lavé depuis des semaines. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors qu'il se rend au village de Mornefange afin de glaner des informations sur le fils du baron de Nègredeuil, Alex Dorval manque de renverser avec sa voiture un homme surgissant des bois. Hagard, visiblement épuisé,
l'homme est conduit par Alex et sa fiancée Elsa chez le docteur du village, le docteur Nulle-Part. Et si l'homme des bois avait un rapport avec la fameuse nuit des 7 coups de fusil, durant laquelle 2 villageois trouvèrent la mort dans les caves du château des Nègres d'Or. Il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Tenez, Robert, repassez-moi donc la cafetière, je vous prie. Ainsi que ce gros pot de confiture de myrtille. Eh bien, Elsa, je vois que vous savez apprécier les petits déjeuners de l'auberge du Joyeux Marcassin. Leurs petits pains sont excellents. Je constate que votre appétit n'a pas faibli depuis Carvarec. Je vous trouve même un peu gironde. Oh, bah dites tout de suite que j'ai grossi. Oh, bah vous alors, vous manquez pas de toupet. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Bon, je plaisantais. Au fait, à propos de Carvarec, comment va cette chère Martha? Elle est en pleine forme. Elle bichonne son auton. Sacré Théopoulidos. Il s'est bien adapté au climat breton? Théophilides. Il a investi l'aile ouest du manoir pour y installer un atelier de cornemuse. Et vous, Robert, l'art marin ne vous manque pas un peu? J'imagine que vous avez dû vous ennuyer tout seul dans ce trou perdu. Au début, un peu. Novembre à Mornefange, c'est pas d'une folle hilarité. Puis je me suis dit, et si à partir de toute cette matière première accumulée pour nos articles, je me mettais à écrire un roman? Vous, un roman? Parfaitement, moi. Avec les histoires fantastiques de maléfices et de châtelains maudits que j'ai pu glaner ici, l'ambiance locale et le climat aidant, la mayonnaise a pris. Et au bout de quelques longues soirées d'hiver bercées par le vent et la neige et arrosées de quelques verres de cet excellent alcool de Mirabelle, j'avais déjà pondu 150 pages. Je vois. Et vous avez un titre? J'avais le titre avant d'avoir l'histoire. Ça s'appellera « Le mystère Mornefange ». Pas mal du tout. C'est pas d'une originalité folle, mais c'est vendeur. N'est-ce pas? Ah, voici Alex. Alors, comment se porte notre blessé? Ah, c'est vrai qu'hier soir, vous avez failli écraser un homme des bois. Il a repris connaissance. Le docteur Nulle-Part m'a affirmé qu'il était tiré d'affaire, mais il n'a pas voulu m'en dire plus au téléphone. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous réserve une surprise. Allons-y tout de suite. J'adore les surprises. Ah, monsieur Dorval, monsieur Robert. Je vois que vous êtes venu en charmante compagnie. Docteur Nulle-Part, je vous présente mademoiselle Elsa Corrigan, sa fiancée. Ah, toutes mes félicitations. Enchanté, mademoiselle Corrigan. Mais installez-vous, je vous en prie. Donc, figurez-vous que ce matin, je décide de redonner figure humaine à notre homme des bois. Bref, j'entreprends de le laver, de le raser, de lui couper les cheveux. Et à peine avais-je donné quelques coups de ciseaux que j'eus une surprise de taille. Si j'ose dire. Pardon? De taille. Une surprise de taille. À cause des ciseaux. Ah oui. Excellent. De taille, oui, c'est amusant. Et alors? Bon, imaginez donc ma surprise en découvrant tout à coup... En découvrant une vieille connaissance. Je m'en doutais. De nos jours, il n'existe plus d'authentiques comme des bois. Et de qui s'agit-il? Je vous le donne en 1000. Docteur Nulle-Part. De Mangin. Mangin? Mangin? Bah oui, quoi, le Mangin. C'est dans 7 coups de feu dans la nuit, premier chapitre de mon roman. Mangin marche en tête aux côtés du Roussel et du Parisot. Il serre fébrilement son fusil, mais malgré le contact froid et rassurant du métal et le vent glacé qui se lamente dans la campagne, il transpire abondamment, car il sait que ce soir, il va devoir affronter le mal, en la personne du baron maudit. Bon, mon petit Robert, tu nous raconteras la suite de ton épopée plus tard, tu veux? Docteur Nulle-Part, si nous allions voir votre ami Mangin, j'ai hâte d'apprendre par sa bouche ce qui s'est passé ce soir-là au château. Je m'apprêtais justement à lui porter son bouillon. Il se repose dans une chambre à l'étage. Mais je vous demanderai de ne pas trop le fatiguer. Il est encore très faible.
Buvez doucement, Mangin. Là, ça vous fera du bien. Après ces 15 jours passés dans la forêt à vous nourrir de racines, vous avez besoin de retrouver une alimentation saine et équilibrée. Non, enfin, que vous est-il arrivé? On vous a cru mort, vous savez. Dites-moi, monsieur Mangin, que s'est-il passé ce fameux soir où vous vous êtes rendu au château avec Roussel et Parisot? Roussel? Parisot? Alors Roussel, oui. Il était furieux. Son môme venait de naître sans bras. Vous comprenez? Nous deux, le Parisot, on l'accompagnait surtout pour l'empêcher de faire une bêtise. Vous aviez tout de même pris vos fusils? Faut dire qu'on n'était pas trop rassurés. Bref, vous arrivâtes au château. Pardon? Oui. Nous arrivâtes. Enfin, quand on a eu été rendu au château, qu'est-ce qu'on trouve? Personne. On a eu beau fouiller toutes les salles, et il y en a pas un chat. Le château était vide. Vide? Vide. Les autres se sont découragés et sont rentrés au village, mais le Roussel, lui, il a voulu explorer les caves. Nous deux, le Parisot, on l'a suivi. Tu crois que c'est prudent? Et d'abord, qu'est-ce qu'ils fabriqueraient dans les caves, les sorciers? Les sorciers fabriquent toujours des trucs dans leurs caves, c'est connu. Chut. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'ils clouent des caisses. Ou bien un cercueil. Ah, et cette odeur? Approchons-nous. Je veux voir ce qu'ils mijotent. Cornelius, aide-moi à déplacer cette caisse. Oui, père. Bon. Plus vite. Qui ça? Oui. Le baron et son fils. Qu'est-ce qu'ils manigancent encore? Regardez toutes ces caisses. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Une adresse. Musée des taux d'ethnographie. Place du Trocadéro, Paris 16e. C'est quoi, ethnographie? J'en sais rien. Mais c'est sûrement pas catholique. Encore un truc de sorcier. À présent, occupons-nous de la momie. Mais bien, père. Que font-ils? Ils se dirigent vers le fond de la cave. Ils nous ont entendus. Et ils préparent un mauvais coup. Je vois une manette dans le mur du fond. Je parie qu'ils s'apprêtent à filer par un passage secret. Hé, sorcier! Le moment est venu de régler nos comptes. Roussel, Mangin, Parisot, que faites-vous ici? Que voulez-vous? Que signifient ces fusils? On est venu mettre fin à tes maléfices. Ne crains rien, Cornelius. Ils ne peuvent rien contre moi. Allons, messieurs. Donnez-moi vos fusils. T'approches pas, sorcier. T'approches pas. Voyons, Roussel. Soyez raisonnable. T'approches pas, je te dis. Mon Dieu, il continue d'avancer. Il est toujours debout. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Tirez, vous autres! Cornelius, libère l'ouverture. Oui, père. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Des rats. Des
d'un villageois permet enfin à Alex Dorval de comprendre ce qui s'est passé la fameuse nuit des 7 coups de fusil, au cours de laquelle 2 hommes trouvèrent la mort dans les caves du château du baron de Nègredeuil. Bien décidé à tirer les choses au clair, Alex, accompagné de Robert et de sa fiancée Elsa, se rend sur les lieux du crime. Il ignore qu'un homme le fait surveiller, guettant le moindre faux pas. Entrez. Bonjour, docteur. Ah, Carmilla, ma chère. Que me vaut l'honneur de cette visite impromptue à mon bureau? Envie d'un petit câlin? Oh, Carmilla, votre parfum est bien plus envoûtant que vos tours de magie. Votre blouse est délicieusement rêche. Mais je dois finir de remplir ces dossiers. Oh, quel dommage, docteur Barbezieux. Carmilla, mon petit démon, je vous connais assez pour savoir que votre visite n'est pas seulement de nature courtoise. Vous m'avez percé à jour. De quoi s'agit-il? Alex Dorval. Quelle nouvelle de notre journaliste? Il est en Moselle. Parti pour Mornefange. Il cherche Cornelius. Parfait, parfait. Si jamais il parvenait à le retrouver, il en saurait autant que nous sur la momie. Et serait capable de... Mais voyons, ma chère, vous oubliez que Cornelius est introuvable. Nous avons nous-mêmes échoué dans nos recherches. La mort épouvantable de son père aura ébranlé sa santé mentale déjà fragile, et il se sera exilé je ne sais où. Vraiment? Je croyais le fils de Nègredeuil exceptionnellement intelligent. Cornelius, ce nabot, un bossu tout juste capable de bégayer. Alors, nous ne risquons rien. Allez, un petit câlin. Carmilla, ma chère, est-ce bien raisonnable? Les écuries de monsieur le baron sont avancées. Dis donc, Nègredeuil avait les moyens. Je ne compte pas moins de 6, 7, 8 box, dis donc. Une chose est sûre, il aimait les chevaux. En Moselle, au château de Mornefange. Voilà qui est intéressant. Robert, tu veux bien circuler, s'il te plaît? Je voudrais examiner ces marques sur le sol. Des empreintes? Non, des traces de pneus. Vu la largeur, je pencherai pour le camion. C'est sans doute d'ici que le baron et son fils ont chargé les caisses destinées au musée d'ethnographie. Alex, allons voir plus loin, à l'intérieur des écuries. Risqué. Si ça dérange personne, je referme la porte, hein? Ça dérange personne. Ah, décidément, je me fais pas à la région. Joli paysage, bonne cuisine familiale, mais foutu temps. Eh, venez voir. Tu as trouvé quelque chose? Des empreintes. Enfin, des traces sur le sol. Il semble qu'on ait traîné un objet assez lourd depuis ce box. Le cadavre d'un cheval? Pourquoi pas celui de la baronne tant que tu y es? Non, plutôt une de ces fameuses caisses. Voyons à l'intérieur. Regardez. La paille est écrasée et piétinée à plusieurs endroits sur le sol. Je parie que la sortie du passage secret emprunté par Mangin la nuit des 7 coups de fusil se trouve ici. Alex, viens. Dégageons la paille. Hey, je crois que j'ai trouvé... Un anneau? Non, une chaîne. Elle permet de soulever une trappe. Robert, vas-y, soulève. Pourquoi c'est toujours pour ma pomme les épreuves physiques? Escalier. Classique. Vous avez vos lampes torches? Oui. Alors allons-y. J'adore les souterrains. Sacrément humide. Joli tunnel artisanal. Oh là là, quel bel arrondi. Je crois que nous arrivons au bout du tunnel. Ce mur de pierre nous barre la route. Il s'agit à présent de trouver le mécanisme d'ouverture. Mangin a dit qu'il avait tâtonné pour l'enclencher. On devrait tâtonner. Eh bien, tâtonnons. Ah non, Robert, pas toi. Le mur. Parce qu'elle est désagréable. Ah, j'ai trouvé.
voir par là, au fond de la cave. Mangin a parlé d'une espèce de crypte d'où serait sortie la horde de rats qui l'a attaqué. L'entrée se trouverait à proximité d'une figure de sanglier taillée dans la pierre. Là, contre le mur de gauche. Le sanglier. Je ne vois aucune ouverture à proximité. Pas le moindre interstice. Bah, faut sûrement tâtonner autour. Attends. Mangin a dit que Cornelius s'est servi d'un levier pour commander l'ouverture. Je ne vois aucun levier non plus. Voici un bel anneau qui pourrait bien figurer une manette. Essayons de le tourner. C'est lent. La crypte du château de Mordefange. Voilà donc le lieu de tous les sacrifices. Quelle étrange pièce voûtée. 2 bancs en arc de cercle disposés autour d'un bloc de marbre. C'est l'hôtel. Mais voyons, qui aurait l'idée de venir coucher là? Des jeunes filles en chemise de nuit, par exemple. Juste avant qu'on leur arrache le cœur. Alex, elle est toujours comme ça, madame le professeur? Qu'est-ce qu'il y a? Là, le mur du fond, un visage. Ouais, mais c'est démoniaque. Quelle horrible figure. Ah, la peinture, en revanche, est en parfait état de conservation. Je dirais... ouais, fin du 18e. Cessons de diriger nos lampes torches du côté de cette fresque, voulez-vous? Ce type, ou cette chose, me donne la chair de poule. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai des tas de machins qui craquent sous mes souliers. Cette odeur d'encens me fiche bourdon. J'en ai plein les semelles. C'est tout noir et collant. Des petits bonbons de réglisse. Des cachous jaunis. Désolé de te décevoir, Robert, mais il s'agit de crottes de rat. Et au jugé, il doit bien y en avoir quelques milliers. Au moins, nous avons la preuve que Mangin n'a pas menti au sujet des rats. Mais pourquoi Nègre-d'Œil gardait-il ces bestioles dans sa cave? Il faisait peut-être de l'élevage. Dites, si on sortait d'ici avant que Robert ne dise une autre ânerie. J'aimerais bien visiter un peu le château. C'est ouvert. Merci, Robert. Dernier étage de la tour nord. Le clou de notre visite. La chambre de Cornelius Nègre-d'Œil, l'introuvable. Tout de même, Alex, nous aurions pu essayer d'ouvrir la serrure avec une épingle à cheveux. Entièrement d'accord, Elsa. Seulement, tu n'as pas d'épingle à cheveux. Et moi non plus. Après toi, Elsa. Il aimait les livres, dis donc. Il allait jusqu'au plafond. Avec tous ces coussins sur son lit, comment pouvait-il arriver à dormir? Il est bossu. Ah oui, c'est vrai. Je donnerais beaucoup pour savoir où ce Cornelius a bien pu disparaître. Si j'avais le moindre indice. Voyons son secrétaire. Si seulement on savait ce que l'on cherche. Sur le portrait qui le représente dans le salon, les traits de son visage sont d'une grande douceur. Mais en même temps, son regard reflète comme une inquiétude. Ce tiroir refuse de s'ouvrir. Quelque chose est coincé à l'intérieur. On dirait un petit coffret en cuir. Un coffre rouge? Drôle. Passe-moi les ciseaux, Robert. Ils sont sur le bureau. Voilà. Ça y est, tu l'as? Ouvre. Alors? Une photo. Avril 1923. Et là, l'inscription? Pensionnat de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais qui est donc cette petite fille? Elle est jolie. En Moselle, Alex Dorval est sur la piste de Cornelius Nègre-d'Œil, le fils du baron propriétaire d'une bien étrange momie. Celle-ci est exposée au musée d'ethnographie à Paris et fait l'objet de nombreuses convoitises lorsqu'elle ne provoque pas d'étranges phénomènes. Peut-être Cornelius connaît-il la vérité sur cette momie?
Mais Dorval parviendra-t-il jusqu'à lui? Pensionnat Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est là. J'ai hâte de savoir qui est la petite fille sur la photo que nous avons trouvée dans la chambre de Cornelius. C'est à quel sujet? Je suis Alex Dorval, de la Revue des Curiosités. Nous venons voir Madame Graton. Oui. La mère supérieure vous attend. La Revue des Curiosités. Si vous voulez bien me suivre, monsieur, mademoiselle. Je vous remercie, sœur Claudine. Vous pouvez disposer. Bien, ma mère. Allez. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, Madame Graton. Pas de chichi entre nous, mon fils. Appelez-moi ma mère. Oui, madame. Voilà. Mademoiselle Corrigan et moi-même souhaitions vous voir au sujet... Au sujet d'une de nos anciennes pensionnaires, oui. Vous me l'avez déjà dit au téléphone. Ainsi, vous travaillez pour cette Revue des Curiosités. Lui, pas moi. Voici nos derniers exemplaires. J'ose espérer, mon fils, qu'avant de nous quitter, vous accepterez d'inscrire sur les couvertures une petite dédicace. Ma foi... Je vous en remercie, mon fils. À présent, revenons à l'objet de votre visite. Vous avez, je crois, une photo à me montrer. Oui, ma mère. Cette photo a été prise dans votre pensionnat voilà une dizaine d'années. En 1923, précisément. Comme le temps passe. Donnez. La voici, ma mère. Nous recherchons l'identité de la petite fille qui figure sur le cliché. Un instant. Je chausse mes lunettes. Voilà. Ah, mais oui. Bien sûr, je la reconnais. Une petite très comme il faut. Très sage. Un brin renfermé. Et vous souvenez-vous de son nom? Oui, c'est notre Séraphine. Son père, le baron, nous l'avait confié. Séraphine Nègredeuil? Oui. À l'époque, je n'ai pas compris pourquoi son père insistait tant pour qu'elle soit tenue à l'écart du château de Mornefange. Mais à présent, mon fils, et après avoir lu les excellents articles que vous avez consacrés au mystère du village portant le même nom, je comprends mieux à quel drame cet enfant a échappé. Mais j'y pense. Sa meilleure amie demeure à Château-Salin. Elles sont certainement toujours en relation. Elles ne se quittaient jamais. Et quel est le nom de cette jeune fille? Delamotte. Bénédicte Delamotte. Elle vient de se marier. Comme le hasard fait bien les choses. J'ai reçu un faire-part voilà quelques jours. Il est ici dans ce grand cahier. Tenez. Ma mère, nous autoriseriez-vous à recopier l'adresse qui figure sur ce carton? Allez, faites, ma fille. Merci, ma mère. Vous nous êtes d'un grand secours. C'est perpétuel, mon fils. Je vais dire naturel. Monsieur, mademoiselle, vous désirez? Nous aurions souhaité parler à Madame Nègredeuil-Azlot. Nous venons de la part de son amie Bernadette Delamotte. Je crains que Madame Azlot ne soit pas en état de recevoir quiconque en ce moment. Serait-elle souffrante? Madame Azlot attend un heureux événement pour la fin du mois prochain. Nous en sommes ravis. Oui, ravis. Il faut absolument que je lui parle. Puis-je savoir de quoi il s'agit? De son frère, Cornelius Nègredeuil. De son... Un instant, je vous prie. Plutôt méfiant, le domestique. Tu as vu sa tête quand tu as parlé de Cornelius? Il semblait inquiet, très paniqué. Si ces messieurs dames veulent bien se donner la peine d'entrer, je vais les conduire auprès de madame. Nous vous suivons. Madame, voici les deux personnes dont je vous ai parlé. Merci, Georges. Si madame a besoin de moi, je suis dans le vestibule. Madame Nègredeuil-Azlot, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Corrigan. Madame. Enchantée. Mon domestique m'a dit que vous souhaitiez me parler de mon frère, Cornelius. Avez-vous de ses nouvelles? Je suis assez inquiète à son sujet depuis que j'ai appris la mort de notre géniteur. En effet. Madame Nègredeuil, depuis quand... Je vous en prie, monsieur Dorval, j'ai ce nom en horreur. Il me rappelle trop mon géniteur. Mon nom d'épouse est Azlot. Madame, vous êtes bien rude avec votre père. Mon père n'a jamais existé pour moi. Il s'est évertué à m'éloigner de lui tout au long de son existence. Aussi, lorsque j'ai appris sa mort par les journaux, j'ai ressenti un immense soulagement. Madame Azlot, vous vous trompez.
Votre père vous aimait. Le fait qu'il vous ait tenu éloigné du château de Mornefange en est la preuve. Monsieur Dorval, je ne trouve pas votre remarque très amusante. Sachez qu'à la naissance de mon jeune frère, cet homme m'a placé dans un pensionnat sans me donner la moindre explication. Mais j'ai vite compris qu'il me rendait responsable de la difformité de mon frère. J'avais 8 ans et n'ai jamais remis les pieds au château depuis ce jour. Votre père ne vous a pas éloigné du château parce qu'il vous tenait responsable de quoi que ce soit. C'est au contraire pour vous protéger des maléfices qui malheureusement n'ont pas épargné votre frère. Qu'est-ce que vous dites? Nous n'en sommes pas encore tout à fait sûrs, mais il semble que votre père ait rapporté d'un voyage au Tibet un mystérieux objet qui aurait des effets désastreux sur son environnement. Sans doute la momie d'un chaman, dont les pouvoirs maléfiques seraient à l'origine de perturbations climatiques, géothermiques, et pourraient également engendrer des maladies chez les animaux et les humains. Vous voulez dire que les naissances d'enfants anormaux au village de Mornefange depuis les 3 dernières années seraient liées à cette momie? Si notre théorie s'avère exacte, nous pensons que le pouvoir de cette momie augmente au fil du temps, et il est probable que ces maléfices aient pu s'étendre jusqu'au village, lequel n'est qu'à 2 kilomètres du château. Seigneur, ce serait donc ça? Mon ami Bénédicte m'avait en effet parlé de cette mystérieuse momie que vous évoquez dans vos articles, mais de là à imaginer qu'il puisse agir... Nous sommes certains d'une chose, Madame Aslo. Cette momie n'est plus à Mornefange, mais à Paris, au musée d'ethnographie. J'ai une confidence à vous faire. J'ai voulu renouer avec mon père il y a 6 mois de cela. Je suis venue au château accompagnée de mon mari. Nous passâmes une petite heure dans le parc à échanger quelques propos. Mon père semblait nerveux, nous l'étions tous un peu, le temps tournait à l'orage. Alors je me suis décidée, il fallait que je lui annonce la nouvelle. Eh bien ma fille, qu'as-tu donc de si important à me dire? Voilà, Pierre et moi, enfin... Séraphine ne sait pas comment vous l'annoncer, monsieur Négredeuil. Voyons Séraphine, quel est ce petit secret qui donne à tes joues ce teint de coquelicot? Père, vous allez être grand-père. Que dis-tu? Oui, père, j'attends un enfant. Je le vis soudain blêmir et se mettre à trembler comme si je venais de lui annoncer la pire chose qui soit. Séraphine, va-t'en! Va-t'en d'ici vite! Mais père! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Emmenez-la loin d'ici! Ne revenez jamais! Jamais! C'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Quel épouvantable souvenir. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il ne voulait pas que je reste. Pourquoi l'idée de me savoir enceinte le rendait fou. C'était à cause de cette momie. Il craignait... Oui, Madame Aslo, que vous donniez naissance à un enfant difforme. Et votre jeune frère doit sans doute sa bosse à la momie. De Jésus, mon pauvre petit frère. Justement, nous venions vous voir à son sujet. Savez-vous où nous pourrions le trouver? Nous pensons qu'il sait sur la momie des choses importantes qui pourraient nous permettre de confirmer notre hypothèse. Eh bien, pendant toutes ces années de pensionnat, je n'ai cessé de correspondre avec Cornelius en cachette de notre père. Pendant 15 jours, j'ai été sans nouvelles de lui. Et puis, j'ai reçu une lettre, jeudi. Pouvons-nous la voir? Bien sûr. Elle est posée sur la cheminée. Je vais la chercher. Ne bougez pas. Je l'ai. Il s'agit bien de cette carte postale? Oui. Mais je doute que le texte vous apprenne quoi que ce soit. Cornelius dit seulement qu'il me communiquera plus tard sa nouvelle adresse. La carte postale est une publicité pour un cirque. Le cirque du Kraken. Connais pas? Tiens, mais c'est le cachet de Paris. Je n'avais pas fait attention à cela. Il l'aurait donc posté là-bas? Oui. Et tout laisse supposer que votre frère s'y trouve encore. Le journaliste Alex Dorval, Elsa Corrigan et le photographe Robert Robert espèrent retrouver Cornelius Négredeuil à Paris. Cornelius est le seul à pouvoir leur apprendre la vérité sur une momie tibétaine que son père légua au musée d'ethnographie de Paris quelques jours avant sa mort.
Tout porte à croire que cette momie est dangereuse et pourrait être à l'origine de naissances monstrueuses au village de Mornefange où elle fut jadis conservée dans le plus grand secret par le père de Cornelius. Demandez la revue des curiosités. Un reportage exclusif sur le mystère Nègre d'Oeil. Vous saurez tout sur le baron Zombie. 7 balles dans le corps, il était toujours vivant. Un témoignage exclusif d'un habitant de Mornefange. Paris-Presse. La grippe espagnole a encore frappé. Le gouvernement s'inquiète de l'ampleur de l'épidémie. Paris, bureau de la revue des curiosités. Entrez. Bonjour monsieur le directeur. Je ne vous présente pas notre chef comptable, monsieur Liopo. Bonjour messieurs. Monsieur Liopo? Soyons simples. Appelez-moi Karl. Oui, monsieur Karl. Je veux du tirage. À propos, où en êtes-vous avec cette histoire de tentative de vol de momie au musée d'ethnographie? Eh bien, pour tout vous dire, avec Robert, on est sur la piste d'un fantôme. Excellent. Vous entendez ça, Karl? Un fantôme. Ma parole, c'est Wagner. J'en peux plus, moi. Cette eau est aussi chaude que le sabot d'un cheval lâché sur un volcan. Aïe. César! Oui, chef? Viens ici, Tiroflan. Oui, chef. Clinique de la belle Gabrielle. Nom d'un maquereau, mais tu es encore plus l'air maillot de bain que cet abruti de Marius, hein? Vous m'avez appelé, chef? Tais-toi, l'hippocampe. Et toi, rapporte-moi 2 bouteilles d'eau de Vichy bien glacée pour rafraîchir mon bain, hein? Avant que je me transforme en homard. Oui, chef. Plus vite que ça. Poulpe faisander. Oui, chef. Tu parles d'un traitement de haute qualité? Eh ben, ce sarcophage de luxe est aussi inconfortable qu'un pot de fleurs. Hein. Cette doctoresse en blouse blanche, là, qui est même capable de régler la température de mon bain. Les bouteilles, chef. Allez, vas-y, arrose, hein. Oh, je vais fondre tellement je crie. Mais pas sur moi, au fur d'aquarium. À moi, d'hydrocute. Aïe, chef. Espèce d'échinoderme à particules. Pas de calmar. J'ai pas fait exprès, chef. Mais oui. Viens me sortir de mon bain. Oh, j'en ai assez de barboter, moi. Oui, chef. Passe-moi la sortie de bain. Voilà, chef. César, positionne-moi. Oui, chef. Allez, je mets claquette. Oui, chef, voilà. Pousse-toi de là. Que je me mire un peu dans le miroir. Aïe, chef. Bien. Alors, votre avis, il rajeunit? Ça a marché? C'est-à-dire, chef... Parle! Bourre de spaghetti d'eau de sel. C'est difficile à dire, chef. Votre peau est toute fripée, on a du mal à voir. Allez, dites-le tout de suite, hein. Je suis toujours aussi moche et vieux, hein. Non, Dieu, le torpille. Aïe, chef, on voulait pas dire ça. Monsieur Malicorne, il ne faut pas sortir de son bain sans autorisation. Mademoiselle Carmilla, je ne reçois d'ordre de personne. Et votre traitement de rajeunissement des tissus adipeux? Ça marche pas. Ces ersatz de produits à la mort moellonneux, là, n'ont aucun effet, hein, sur ma carcasse. Je veux voir le docteur Barbejeu immédiatement, vous m'entendez? Bien. Je vais voir si je peux le déranger. Veuillez me suivre, monsieur Malicorne. Allez, venez, vous autres, hein. Oui, chef. Mais voyons, Carmilla, vous voyez bien que vous me dérangez. En pleine expérimentation de mon nouveau sérum à base de langue de cachalot. Désolé, docteur, mais... Barbejeu,
Vos bains me font plus aucun effet, hein. Ange Malicorne, mais quelle mine splendide. Vous me paraissez au contraire étinceler comme une jeune fille le jour de ses noces. Ouais, le baliverne, hein, Barbezieux. Oh, non, mais que faites-vous? Mais lâchez-moi, voyons, vous m'étranglez. Écoute-moi bien, professeur à binocle, hein. Tu m'as promis une poudre de momie tibétaine à effet tonifiant, hein, et rajeunissant garantie. Tu m'as promis l'immortalité, hein. Alors je la veux, hein, maintenant. Mon cher Malicorne, vous savez qu'il m'est impossible dans l'immédiat d'accéder à votre demande. Cette momie est toujours au musée d'ethnographie, sous haute surveillance. Par votre faute, Barbezieux. Si vous n'aviez pas échoué dans votre tentative de vol, nous n'en serions pas là. Voudriez-vous avoir l'amabilité de me lâcher? Ah, voyons. Mais voyons, mon cher. Les journalistes de la police, sans oublier les milliers de visiteurs qui chaque jour viennent admirer cette momie, ne sont pas des obstacles que l'on franchit d'un claquement de doigts. Il serait tellement plus sage d'attendre la fin de l'exposition pour opérer. C'est ça. Allez, pas question de rester là, rien faire. César, Marius, on s'en va, hein. Mais monsieur Malicorne... Vous êtes un incapable, Barbezieux. Ce ne sont pas quelques malheureux journalistes qui vont m'empêcher de l'obtenir, cet homme, croyez-moi. Monsieur Malicorne, nous pouvons vous proposer d'excellents massages à effet décontractant garantis. Monsieur Malicorne! Et avec le plateau de fruits de mer Prestige? Une bouteille de muscadet, s'il vous plaît. Bien. Je vous souhaite bon appétit. Madame, monsieur? Trinquons à la prime du journal. Chin chin. Elle aura au moins l'avantage de nous offrir ce dîner en tête-à-tête. Tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Quoi? Le baron et ses 7 balles. Interroge n'importe quel médecin et il te dira la même chose. On ne peut survivre 48 heures avec 7 balles dans le corps à moins d'être perfusé. Et encore. Oui. Je meurs de faim. Pourtant, nous savons que Nègre-d'Oeil s'est présenté au domicile de Xavier Yves Zarouf le lendemain de la fusillade en parfait état de marche avec une chemise couverte de sang. Et nous avons la preuve qu'il s'est jeté le surlendemain dans la fosse aux ours du Jardin des Plantes où il s'est fait déchiqueter en menus morceaux. Parle-moi les détails, veux-tu? Elsa, tu comprends ce que cela signifie? Que les ours avaient au moins aussi faim que moi. Que le baron aurait dû être mort au moins depuis 2 jours. Il aura pensé ses blessures lui-même, je sais pas moi. Je crois plutôt que quelque chose l'a rendu invincible. Une chose qui possède des pouvoirs surnaturels. Un objet qu'il gardait bien à l'abri dans sa cave avant qu'il ne l'expédie au musée d'ethnographie. Tu veux parler de la momie du chaman Shunga? Qu'est-ce qui se passe? Une dame vient de s'évanouir à la table 7. Un médecin? Y a-t-il un médecin dans la salle? Oui, moi je suis médecin. Alors, messieurs, dames, restez à vos places. Je suis le directeur de cet établissement. Tout va bien, un simple malaise. Je vais mourir. Elle a l'air mal en point. Allons, madame, calmez-vous. Laissez-moi vous examiner. Regarde, elle a commandé un plateau de fruits de mer comme nous. J'ai plus faim. Alors, docteur? Cette dame présente les symptômes de la grippe espagnole. Mon Dieu! Je vais appeler une ambulance. La grippe espagnole encore? Nous ferions mieux de sortir d'ici. Tant pis pour les fruits de mer. Respirez. Depuis qu'une momie tibétaine est exposée au musée d'ethnographie de Paris, d'étranges manifestations se déroulent aux alentours. Même le musée reçoit la visite d'un drôle de fantôme. Ce qui intrigue forcément les journalistes Alex Dorval et Robert Robert de la Revue des Curiosités. Quel sale temps. Je suis trempé. On y est. L'entrée des artistes. J'espère que cette fois ce sera la bonne. Ouais, parce que je passerai pas une 3e nuit à me geler les arpions dans ce fichu musée pour photographier la binette d'un spectre. Paris, musée d'ethnographie.
C'est vous. Bonsoir, le gros. Vous avez ma petite commission? Robert, portefeuille. Voilà, voilà. 1, 2, 3. Et on avait dit 4 billets. Et 4. Satisfait? Ça ira. Allez-y, entrez. Dépêchez-vous. Grelot vous attend en haut des escaliers pour vous guider jusqu'à la salle numéro 7. On s'est organisé, le gros, à ce que je vois. Ben, faudrait mieux pas qu'on vous perde. C'est grand ici. Ouais. Puis des bons payeurs comme nous, ce serait dommage de nous égarer, hein. Oh. Hé, qui va là? C'est le plombier. C'est vous, les journalistes. Bonsoir, gardien Grelot. Monsieur Dorval. Alors, notre visiteur? Toujours rien. Le calme plat. Venez, c'est par ici. Un vrai frigo. Oui, on a un petit problème de chauffage dans cette salle. Le radiateur refuse de fonctionner. On fera un coup de cette satanée momie. Bon. Mais je vous laisse, hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, le gros et moi, on est en bas, hein. Bon, on va continuer notre ronde. À tout à l'heure. On va s'installer entre ce pilier et la vitrine des ornements funéraires, juste en face de la momie du chaman. Joyeux tête à tête. C'est toi, Grelot? Bah oui. Baisse un peu ta lampe torche, tu m'aveugles. Alors ça y est, tu les as mis au chaud? Ah, ça pour sûr. Mais ça m'étonnerait qu'ils bronzent. Tu crois qu'il va venir, le fantôme? C'est bon. En tout cas, ça fait bien notre affaire. Ah, tu m'étonnes, encore quelques pourliches comme ça, et j'aurais de quoi refaire à neuf mon petit cabanon sur la Marne. Si journaleux, quelle aubaine. Subséquement, c'est pas pour pinailler le gros, mais ils arrondissent bien notre fin de mois, pour être précis. C'est long. Chut. Quelle heure est-il, s'il te plaît? Je l'ignore. Minuit, minuit et demi. Seulement? Dorval. Quoi? Tu ne trouves pas qu'elle est bien sage, la momie, depuis qu'elle s'est fait visiter par le fantôme? C'est justement ce que je me disais. Sage comme une image. Oh, j'ai une petite faim, moi. Tu me passes une orange, s'il te plaît? T'as entendu? Bon sang, ça y est. Cette fois, c'est lui, mon Leica. Je vois une ombre bouger là-bas, derrière le 3e pilier. Ouais, je l'ai. Et Robert, t'es pas fou? On a mis pas de flash. Oh, con. Je suis tout ébloui. Vite, il se carapate. Moi, je vois rien du tout. Et après, par les escaliers. C'est par là. Là-bas. 2 ombres s'enfuient dans le jardin du Trocadéro. Wow. C'est pas un fantôme, ça. Des voleurs, peut-être. Ils en voulaient encore à cette vieille momie? Sans doute. Fou. Robert, c'est raté. Passe-moi ton mouchoir. Tout a raté à cause de toi. Attends. Il reste ta photo que j'ai prise dans le musée. J'espère au moins qu'il y aura quelque chose d'intéressant sur ta pellicule. Bon, alors ça vient, la photo du siècle? Patience. Voilà. Enfin. Derrière le pilier, on distingue bien 2 formes. Dans le parc solitaire et glacé, 2 ombres ont tout à leur passé. Leurs visages vont apparaître. Mais c'est... Pain-à-bœuf et Jambier. Les salauds. Ils bossent à Paris Presse, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'ils fichent sur ma photo? On dirait qu'ils sont venus chasser la même chose que nous. Tu crois qu'ils veulent tirer le portrait de notre fantôme? Ces gros malins de gardiens se sont bien abstenus de nous prévenir qu'on était plusieurs sur le coup. La bonne aubaine. À nous les sous-sous. Ils perdent rien pour attendre. Elsa. Coucou.
Mademoiselle Corrigan, ici Radio Dorval. Alex? Oh, quelle heure est-il? Il est plus de 3 heures du matin. Tu t'es endormi dans le canapé? J'attendais le retour du chasseur de fantômes. Alors? Chou blanc. Il est pas venu. Et toi, pourquoi n'es-tu pas couché? Je lisais. J'ai trouvé un passage très intéressant dans la magie tibétaine. Ah oui? On dit que certains chamans très puissants étaient considérés comme la réincarnation de démons. Chacun d'eux pouvait se réincarner 7 fois. Presque aussi fort que les chats. Seuls les sorciers bonne peau étaient habilités à se risquer aux pratiques d'exorcisme macabre, décrits par les occultistes tibétains sous le nom de Kulang Gog. Une description du rite intéresse-t-elle Radio Dorval? Pourquoi pas? Page 173. C'est là. Le célébrant du rite est enfermé seul avec un cadavre dans une chambre obscure. Il doit ranimer le mort en s'étendant sur lui, posant sa bouche sur la sienne et répétant continuellement une même formule magique, sans se laisser distraire par aucune pensée. Au bout de quelques instants, le cadavre commence à se mouvoir. Il se lève et veut s'échapper. Le sorcier doit alors le saisir fortement dans ses bras et demeurer collé contre lui. Le mort s'agite de plus en plus, il saute, faisant des bonds prodigieux, et l'homme qui l'étreint saute avec lui sans détacher sa bouche de la sienne. À la fin, la langue du cadavre pointe dehors. C'est le moment critique. Avec ses dents, le sorcier doit la saisir et l'arracher. Aussitôt, le cadavre retombe inerte et sa langue, soigneusement desséchée et conservée par le sorcier, devient une puissante arme magique. Délicieusement sinistre. Mais je vois pas le rapport avec notre momie. Qu'est-ce que t'as de tortiller ainsi? Je suis assis sur quelque chose. Mais c'est ta boucle d'oreille? Oui, je croyais qu'elle avait roulé sous le canapé. Alex, tu es un ange. Je la remets tout de suite. Avant d'aller te coucher, tu crois pas que... Elsa, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu deviens pâle? Oui, j'arrive. Elsa, tu sors? Mais qu'est-ce qui te prend? Elsa, prends au moins ton manteau. Elsa, ma chérie, reviens! C'est pas raisonnable de sortir par ce froid! Attends-moi, mon Dieu! Mais... Elle est comme envoûtée. À Paris, au musée d'ethnographie, une momie tibétaine semble posséder d'étranges pouvoirs. D'après les gardiens, un fantôme se serait même manifesté à plusieurs reprises, la nuit, dans la salle d'exposition numéro 7. Mais pour l'instant, l'enquête du journaliste Alex Dorval est au point mort. Sa fiancée Elsa vient de quitter l'appartement au cœur de la nuit, à peine vêtue, le regard vague. Y aurait-il un rapport entre son attitude et la paire de boucles d'oreilles qu'elle a soudain décidé de porter? Ah, la voilà qui tourne au coin de la rue de la Tour. Inutile de chercher à la rattraper. Elle refuse d'entendre quoi que ce soit. Autant la suivre et découvrir où elle va. Bon, elle a traversé la rue de la Pompe et prend la rue Nadeau.
Bon sang. Mais elle va traverser ce boulevard sans regarder. Ma parole, mais... Elle est en pleine crise de somnambulisme. Nous voici en plein bois de Boulogne à présent. Où diable va-t-elle nous conduire? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces deux types louches? Oh là, ils se dirigent vers Elsa. J'étais sûr que ça allait mal tourner. Mais alors, poupée, on se balade toute seule dans le bois en pleine nuit? T'as pas peur de rencontrer le grand méchant loup? Et heureusement qu'on passait par là, on va pouvoir te protéger. T'es mignonne, on te cause. Oh, encore une pêcheuse du 16e. Et attends, dit. Eh, Marcel, viens m'aider, elle me... Ah, oh, petite salope, tu vas... Oh, aïe. Je rêve. Elle vient d'expédier ses deux apaches au tapis en 2 coups de talon et 2 manchettes. Cette fois, c'est sûr, elle n'est pas dans son état normal. La voilà qui s'engage sur le pont de Suresnes maintenant. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Elle s'est immobilisée au milieu du pont. J'en étais sûr. Elle va faire une bêtise. Elsa, attends. Qu'as-tu l'intention de faire? Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi immédiatement, tu vas me faire basculer par-dessus le... Tu es folle! Ah! Oh, hé Bébert, allume le bonjour, j'ai entendu quelque chose par là-bas. Au secours! Derrière, y a un type au bouillon. Ralentis, faut prendre la carte. À l'aide. Tiens, attrape ça, mon gars. Bon alors, faut pas faire des choses pareilles quand on est jeune et beau comme toi. Elsa. Allez, va, une de perdu, dis de retrouver. Ah, vous voilà. Mademoiselle Carmilla vous attendait. Si vous voulez bien me suivre. Entrez. Bien. Suivez-moi. Oui, mademoiselle Carmilla. Nous nous trouverons à présent dans notre salle de rajeunissement. Émile, vous préparez un bain dans le sarcophage de Séti Ier. Bien, mademoiselle Carmilla. Et ne lésinez pas sur le liquide amniotique. Vous savez que notre client est très exigeant. Bien, mademoiselle Carmilla. Maintenant, ma petite, vous allez vous déshabiller. Oui, mademoiselle Carmilla. Complètement. Les bas, à présent. Parfait. La superbe peau de pêche que voilà. Eh bien, Émile, qu'attendez-vous avec cet air idiot? Laissez-nous à présent. Bien, mademoiselle Carmilla. Quant à toi, ma belle, tu vas entrer dans ce bain. Oui, mademoiselle Carmilla. J'espère pour vous, Barbezieux, que votre nouveau traitement de jouasse ne décevra pas, hein. Ah, mon cher Ange Malicorne, je ne vous cacherai pas que la momie n'est malheureusement toujours pas en notre possession. Aussi, pour nous faire pardonner, nous vous avons préparé une petite surprise. Ah. Eh oui, un petit plus ajouté à notre traitement de base. Une idée de Carmilla. Eh bien, qu'en dites-vous? Mais dites, c'est que cette jeune fille est ravissante, hein. Et elle trempe depuis longtemps? Depuis 2 heures déjà, n'est-ce pas, Carmilla? 2h08 exactement. Vous voyez, votre bain est donc parfaitement infusé.
Il n'attend plus que vous, mon cher ange. Eh bien, parfait. À présent, qu'on me laisse seul. Allez, ma mignonne, faites-moi une petite place. Là, tu tournes à gauche. Et tu prends tout droit par le pont de Suresnes. Alors c'est ici que t'as fait ton plongeon? Oui, au milieu du pont. Elsa se tenait immobile contre le parapet. J'ai cru qu'elle allait sauter. Je me suis précipité Et c'est toi qui t'es retrouvé au bain? Mais enfin, comment Elsa aurait-elle pu faire une chose pareille? Tu l'as vexée ou quoi? Elle n'était pas dans son état normal, je te l'ai dit. Elle avait l'air envoûtée. Bon, et là où je vais, comment savoir quelle direction elle a pu prendre ensuite? Voyons, le pont de Suresnes mène à Suresnes. Élémentaire. Et qu'y a-t-il à Suresnes? Mon valérien. La belle Gabrielle, mon vieux. La belle Gabrielle. C'est la grande bâtisse, derrière cette grille couverte de lierre. Oui, ensuite, on fait quoi? Bonne question. Eh bien, mon cher monsieur Malicorne, on dirait que nos bains de jouvence vous font de l'effet. Mademoiselle Carmilla, je me sens rajeunir de 20 ans. Dites. Et si vous alliez me chercher la petite de cette nuit, moi, je l'ai beaucoup appréciée. Vraiment? Vous alors, vous êtes insatiable. Mais vos désirs sont des ordres. Je la fais venir immédiatement. Ah, c'est vous. Entrez, ma petite. Oui, monsieur. Et maintenant, déshabille-toi. Bien, monsieur. Et je veux que tu ôtes tout, hein. Même tes boucles d'oreilles. Bien, monsieur. Mais où suis-je? Et qui êtes-vous? Mais je suis... Mais qu'est-ce qu'il te prend? Mais reviens immédiatement, Marie. César, rattrapez-la. Oh, mais où ils sont encore passés, ces deux crétins? Au musée d'ethnographie de Paris, une momie tibétaine suscite les convoitises. Le docteur Barbezieux et sa fidèle assistante Carmilla sont prêts à tout pour s'en emparer. Peut-être ces pouvoirs maléfiques redonneront-ils à leur plus riche client, Monsieur Malicorne, une jeunesse éternelle. Mais le journaliste Alex Dorval, Elsa et Robert ne sont pas décidés à les laisser faire. Tu vois quelque chose? Non. Aucune lumière dans la bâtisse. Tout a l'air calme. Trop calme. Je suis certain qu'Elsa est à l'intérieur, prisonnière de cette Carmilla. Ah, Carmilla. Se faire ligoter par Carmilla. Robert. Suresnes, clinique de gérontologie du docteur Barbezieux. Je dirais qu'il se passe quelque chose. C'est elle, c'est Elsa. Je reconnais son cri. Escaladons la grille. Elle est en danger. Attends, quelqu'un sort de la clinique. À moi! Au secours! C'est Elsa! Mais elle est en peignoir de bain. Alex, Robert! À moi! Donne-moi ta main, vite! Elsa, descendez sur mes épaules. Robert, ne me lâchez pas! Allez, hop, jolie cavalière. Filons d'ici avant que les autres me rappliquent. Trop vite, Robert, je vais tomber! Tu vas te taire, Belzébuth! Tais-toi! Émile! Que s'est-il passé? C'est la petite, elle s'est sauvée. Docteur Barbezieux. Carmilla, ma chère, est-ce bien vrai? La fiancée de ce journaliste nous aurait échappé? Hélas, oui. Par la faute de cet idiot de Malicorne.
Il s'est mis dans la tête de s'offrir une petite gâterie avec la belle et lui a ordonné d'ôter tous ses vêtements, ainsi que ses boucles d'oreilles. Ah, le malheureux. Il ne se doutait pas que l'une des boucles est l'objet par lequel passe l'envoûtement qui nous permet de la contrôler. Nous qui comptions sur la fille pour faire patienter Malicorne et modérer ses orages. Il faudra trouver autre chose. Que fait-on d'elle? On la laisse filer. Pour l'instant. Ça va mieux, ma chérie? Oui, je me réchauffe. Viens plus près de moi sur le canapé. Quelle idée aussi de se promener en peignoir de bain. C'était ça où je me retrouvais à courir toute nue dans la rue. Personnellement, j'aurais préféré la seconde option. Bon. Si tu nous racontais un peu ce que tu as vu dans cette clinique, que tu nous expliquais enfin ce qui t'est arrivé. Tout ce dont je me souviens, c'est de t'avoir lu un passage de mon livre sur la magie tibétaine, ici, dans ce canapé. Et ensuite? Ensuite, tu as découvert ma boucle d'oreille sous le coussin du canapé. Et c'est tout. C'est tout? Après, je me suis retrouvée dans la chambre de ce vieux crapaud lubrique qui me dévorait des yeux. C'était avant ou après le peignoir de bain? J'étais complètement nue, si c'est ça que tu veux savoir, Robert. Alors je me suis enfuie. Mais alors, tu te souviens pas du pont de Suresnes? Quoi, le pont de Suresnes? C'est là que vous avez balancé votre fiancé à la flotte. Alex, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et les deux types que t'as mis KO dans le bois de Boulogne, tu les as aussi oubliés? Je comprends absolument pas ce que vous me racontez. Bon, laisse tomber, c'est clair. De toute évidence, nous avons l'un comme l'autre été rendus partiellement amnésiques après notre passage dans la clinique de la belle Gabrielle. Il se trame des choses pas claires là-dedans. Vous pouvez toujours aller voir, Robert. Mais vous risquez d'en sortir comme nous avec la moitié de vos souvenirs effacés. Et n'oublions pas que cette clinique est celle du docteur Barbezieux, lequel est passé maître dans l'art de la fantasmagorie. Le mieux que nous ayons à faire est de rester à l'extérieur pour surveiller les allées et venues. Je suis persuadé que Barbezieux n'est pas mort comme Carmilla le prétend, mais qu'il tire les ficelles d'une sombre affaire, dont pour l'instant j'ignore la nature. Sale temps. Décidément, il s'arrêtera jamais de pleuvoir. Voilà la petite porte de service. J'espère que cette fois sera la bonne. Oui, parce que je passerai pas une 4e nuit à me geler les arpions dans Satané Musée pour photographier le faciès d'un épouvantail. Paris, musée d'ethnographie. Ah, Monsieur Dorval, je vois que vous n'avez pas oublié notre petit rendez-vous. Monsieur Robert est là aussi. Entrez. Bonsoir, le gros. Et n'oubliez pas le guide. Robert, portefeuille. Voilà. 1 et 2... Comment? Mais il n'y a que la moitié de la somme habituelle. Il était convenu que nous ayons l'exclusivité du reportage. Or, il semblerait qu'il y ait 2 autres journalistes sur le coup. Alors j'applique le tarif de groupe, 50-50. Ah mais non, c'était pas du tout ce que vous pensez. Robert, la photo. Et là, le gros. Tu reconnais? C'est pas un fantôme, ça, derrière le 3e pilier de la salle numéro 7. Pain-bœuf et Jambier, de Paris Presse. Robert l'a prise la nuit dernière. Ah ben oui, en effet. Je les reconnais à présent. Alors, tarif de groupe? Oui. Par ici, gentlemen. Je vous laisse. Vous connaissez le chemin. Vous y voyez assez? Parce qu'on ne peut pas allumer la lumière. Ça ira. C'est bon, Robert? T'as le matériel? Ouais. Alors passe-moi la couverture. La frousse qu'ils vont avoir. Allez, viens là-dessus. Oh, je vois vraiment plus rien. Dis donc, Jambier, tu crois qu'il va se pointer le fantôme? Chut. Jambier, un bœuf. Oh, le fantôme! Jambier, Le con, c'est Robert! Ah ben, on est tous sous cette couverture. Robert de la revue des curiosités. Salut les gars. Chut!
Regardez. Quelque chose s'amène par ici. Le fantôme. Cette fois, c'est le bon. Et surtout pas de photo, Robert. Ça se déplace. On dirait qu'il porte une cape avec des yeux rouges. Exactement ce que le gros et Grelot ont décrit. Il se rapproche de la momie. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il chante Pain-Bœuf. Il oscille tel un métronome dans un balancement régulier. Quasi hypnotique. Regardez, la momie. Une lueur phosphorescente émane de la vitrine. Elle a l'air d'apprécier la chansonnette. Fascinant. Quel est cet étrange rituel? Ça, mon vieux, c'est du scoop. Imbécile, tu l'as effrayé. Il va nous échapper. Poursuivons-le. Il a pris par les escaliers de service. Et il nous distance. Arrêtez, assez fait de bêtises. Le tout est de savoir par où il va. Tâchons de nous faire plus discrets. Quelqu'un vient par ici. C'est nous. Ah, le gros et Grelot. Vous avez vu le fantôme? Oui, et même qu'on sait où il va. Suivez-nous. C'est par là qu'il passe. La cave? Eh, je vois aucune issue à cette pièce. Ah, il y en a une, monsieur Robert. Venez, ici. Attention, là, dans le sol. Une trappe. C'est donc ici que nous perdons sa trace. Allons voir là-dessous. Mais vous allez perdre votre temps. Le commissaire Calisson et M. Gontran, ils sont déjà allés. Ils ont rien trouvé. Ouais, et subséquemment, c'est pas pour dire le gros, mais il n'y a rien que de l'inintéressant, pour être exact. C'est ce qu'on va voir. Pain-Bœuf, donne-moi un coup de main pour soulever cette trappe. Mais j'arrive. Je vois une échelle. Une dos sombre. Alors qu'est-ce qu'on attend pour descendre? Le fantôme va nous filer entre les pattes. Le gros Grelot. Vous venez avec nous? On préfère vous attendre ici, M. Dorval. Oui. Des fois que ça tournerait au vinaigre et que l'un d'entre vous ne remontez pas. Il faut bien qu'on reste ici pour donner l'alarme. Alors, auriez-vous l'amabilité de nous prêter vos lampes torches? Ça va tout le monde? Voilà, ça va. Bien. Voyons un peu où nous sommes. Nom d'un râteau, c'est un vrai gruyère. Il y a des galeries partout autour de nous. C'est quoi? Les égouts? Ben non, cornichon, t'as jamais entendu parler des catacombes? Les naissances anormales du village de Mornefange n'ont pas encore trouvé d'explication. Mais cela n'inquiète pas outre mesure Alex Dorval et Robert. Nos journalistes préfèrent chasser un spectre au musée d'ethnographie de Paris en compagnie de leurs homologues Pain-Bœuf et Jambier. Le fantôme du musée s'intéresse à la momie d'un chaman tibétain à laquelle il rend quelques visites nocturnes. Il pénètre dans le musée par les caves, lesquelles communiquent avec les catacombes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a comme ça des kilomètres de galeries qui se ramifient sous tout Paris. Vous n'espérez pas qu'on explore tout ça à 4? Bien sûr que non, Janvier. Faudrait revenir avec du matériel, des lampes, une boussole, des cartes, à boire, à manger. Allez, on laisse tomber. Pain-Bœuf, ne perdons pas de temps à discuter. Je propose qu'on essaye au moins de pousser dans les 2 premières galeries. Notre fantôme a très peu d'avance sur nous. Après tout, peut-être n'ose-t-il pas plus que nous s'aventurer trop avant dans ce dédale. Justement. Imaginez qu'ils nous attendent au détour d'une galerie. Et alors, les chasseurs de scoop ont fait dans son froc? Bon, Robert, assez palabré. Séparons-nous en 2 groupes. On jette un coup d'œil dans les galeries les plus proches, et dans, disons, une demi-heure, on se retrouve ici. Bien, Pain-Bœuf et Jambier, galerie de gauche, Dorval et moi, galerie de droite. En route. Pain-Bœuf, je propose qu'on pousse encore jusqu'au bout de cette galerie, et puis on retourne. T'as raison, Janvier. D'ailleurs, Dorval a dit une demi-heure. Oh, regarde. On débouche dans une nouvelle salle. Bon Dieu, c'est immense. Et il y a d'autres galeries qui partent dans toutes les directions. Merde, c'est un vrai gruyère.
Oh, décidément, vaut mieux laisser tomber. Allez, viens. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Éclaire un peu, voir. Par ici. Oh. Des fresques. Des bisons. Des mammouths. Ma parole, on dirait des peintures préhistoriques. Tu es sûr? Mais ces catacombes ne sont pas si anciennes. Tu crois qu'il y aurait encore des... Mais non, Jambier, rassure-toi. Ce sont sans doute des plaisantins qui se sont amusés à faire ça. Il n'y a plus d'hommes des cavernes depuis longtemps. Bon, j'aime mieux ça. Parce que tu vois, j'aurais pas bien aimé en rencontrer un au détour d'un couloir. Jambier, la lampe, la lumière faiblit. Merde. Oh, je parie que ces crétins de gardiens ont oublié de vérifier les piles. Putain, on n'y voit presque plus. Vite, retournons sur nos pas. Par ici. Trop tard. Babeuf. T'es là. Et où veux-tu que je sois, Yuri? Je sais pas. Ne me laisse pas. Il fait noir comme dans un four. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut à tout prix retrouver la galerie par laquelle on est venu. Après, il n'y aura plus qu'à la suivre en longeant les parois. Oh, t'as raison. Après tout, on n'a pas rencontré d'autres embranchements. Encore faut-il retrouver l'entrée de cette bon Dieu de galerie. On y était presque quand cette foutue lampe s'est éteinte. Là, je sens quelque chose. Enfin, je veux dire, je sens un vide. J'ai trouvé. Je l'aurais cru un peu plus sur la gauche. Mais bon, c'est vrai que dans le noir... En tout cas, on lâche plus la paroi. En route. Janvier, ça fait une éternité qu'on suit cette galerie. Et si on s'était trompé de galerie et qu'on soit parti dans la mauvaise direction? Si tu t'étais trompé de galerie, putain, j'ose pas y penser. Jambier, regarde, tout là-bas au bout, j'aperçois comme une lueur. T'as raison. Allons voir. Il y a de la lumière. Mon royaume pour de la lumière. J'ai failli me casser la figure, qu'est-ce que c'était? Des ossements. Des ossements? Des ossements humains? Comment tu veux que je le sache? On y voit goutte. Mais sûrement, on est dans les catacombes après tout. C'est vrai. Bon, continuons. Une nouvelle salle. C'est de là que venait la lueur que nous avons aperçue. Regarde cette flamme bleue au ras du sol. Et merde, on s'est planté, on n'est jamais passé par ici. Saperlotte! Regarde! Les murs sont couverts de drapeaux français. Et le sol est jonché d'ossements. Où sont tombés? Je sais pas. J'ai pas l'intention de m'installer ici pour le week-end. Je me demande à quoi sert cette drôle de flamme au ras du sol. C'est vrai? C'est quoi au juste ce truc? On dirait que ça sort d'une plaque d'égout. Moi, je sais surtout à quoi elle va servir. Tiens, il y a justement un tas de bois dans un coin, au poêle. On va pouvoir partir avec des torches. Et maintenant, en route. Babeuf, j'entends du bruit. On dirait qu'il y a du monde qui arrive. Mon Dieu, d'où sortent ces polichinelles? Des cul-de-jatte, des estropiés, des manchons, des unijambistes, des gueules cassées. Ces bérets, ces décorations. Ma parole, on se croirait un 11 novembre. Bon sang, mais nous sommes le 11 novembre. Que faites-vous ici? Comment avez-vous osé profaner ce lieu sacré? Faites excuse, mon capitaine, mais... Colonel, s'il vous plaît. Colonel de l'Âtre de Tournebraise. Colonel, voyez-vous, nous nous sommes égarés, mon camarade et moi, Camarade? Vous êtes bolchevique? Ah, mais non, pas du tout. Pensez, nous travaillons à Paris Presse. Ah, je vois, des journalistes, mon colonel, des laquais d'un lobby judéo-maçonnique. Foutre Dieu de Villeneuve. Vous avez raison. Comment ces cafards sont-ils arrivés jusqu'ici? C'est un rapport au fantôme, mon colonel. Nous l'avons suivi jusque dans les catacombes et il a disparu. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Un fantôme? Vous entendez, vous autres? Un fantôme.
Mais nous sommes des fantômes de la glorieuse armée française, revenus des charniers de Verdun, Ypres, Douaumont, pour entretenir la flamme sacrée de la France éternelle. La flamme sacrée? Oui, la flamme sacrée, si toutefois cet adjectif a une quelconque signification dans votre cervelle de dégénéré. Et c'est cette flamme sacrée que vous venez de profaner. Faites excuse, mon colonel, mais nous ignorions que... Vous ignoriez la belle excuse. Vous pensiez sans doute que cette flamme était destinée à allumer vos misérables torches? Mais... Savez-vous bien où vous vous trouvez en ce moment? Ma foi, si seulement nous le savions, ça nous aurait épargné bien du tracas. Nous nous trouvons exactement sous la place de l'Étoile, et très exactement sous l'Arc de Triomphe. Ce qui veut dire qu'en ce moment même, vous foulez aux pieds la tombe du véritable soldat inconnu. Le soldat inconnu? Oui, le soldat inconnu, mort comme des millions d'autres pour que des inutiles de votre espèce puissent se goberger dans le stupre et l'insouciance. Ah, mais n'allez pas croire que... D'ailleurs, où étiez-vous pendant la Grande Guerre? Moi, j'étais fourrier dans la zone portuaire de Nantes. Et moi, j'étais trop jeune pour... J'en étais sûr. Des planqués. Mais nous, on n'y est pour rien. Et puis tout ça, c'est de l'histoire ancienne, après tout. Ils aggravent leur cas, mon colonel. Écoutez, messieurs, on n'est pas venu pour se faire engueuler. D'ailleurs, j'ai toujours bien aimé aller au défilé, voir et complimenter l'armée française. Et puis on vous l'a dit, on s'est perdu. Alors on s'excuse et on s'en va. Ah, mais ça serait trop facile, mes gaillards. Vous ne repartirez pas sans avoir payé votre contribution. Que voulez-vous dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ici, nous avons laissé un morceau de nous-mêmes sur les champs de bataille. Nous avons sacrifié des bras, des jambes, des nez sur l'autel de la patrie. Aujourd'hui, votre tour est venu. C'est une blague. Qu'avez-vous l'intention de faire? De Villeneuve, allez dire aux chirurgiens et aux cuistots de se préparer. Vous autres, emparez-vous de ces deux lascars. Mais ils s'en foutent! Non! Bon, qu'est-ce qu'ils fabriquent, Paris et Presse? Voilà 1 heure qu'on les attend. C'est pas normal. Bon Dieu, je commence à être inquiet. Bah, si ça se trouve, ils sont ressortis quelque part et à l'heure qu'il est, ils boivent un coup dans un bistrot. Oui, mais s'ils se sont égarés dans les catacombes, on n'est pas près de les retrouver. Il va falloir organiser des recherches. Pour ces 2 ahuris? Mais personne viendrait les réclamer. Qu'est-ce que c'est? Janvier est un bœuf. Il aurait arrivé quelque chose.